Qu'est-ce que c'est que la désinformation? C'est essentiellement un procédé de conditionnement des esprits qui s'adresse à des populations entières. Et à notre époque de régime démocratique où le pouvoir politique se présente comme dépendant de l'opinion publique et de la volonté générale, la désinformation constitue presque nécessairement l'un des principaux moyens, l'un des principaux outils de l'action ou de la subversion politique. Mais là ne s'arrête pas son domaine. Depuis le Concile Vatican II, nous avons vu se développer en milieu catholique une désinformation religieuse émule de la désinformation politique et aussi efficace qu'elle. D'où l'intérêt d'une étude quelque peu systématique de la désinformation. C'est un sujet immense puisque la plupart de nos débats d'idées, soit dans le domaine politique, soit dans le domaine religieux, peuvent être envisagés sous cet angle de la désinformation. Je me limiterai aux aspects qui sont au tableau. Une remarque initiale sur le pouvoir des médias et la désinformation. En deuxième point, les caractéristiques et méthodes qui caractérisent cette désinformation. Des exemples de désinformation politique, des exemples de désinformation religieuse, et je terminerai avec quelques données sur la manière de lutter contre ce conditionnement des esprits. Quelles sont les sources utilisées? Le grand auteur en matière de désinformation, c'est incontestablement Vladimir Volkov, romancier d'origine russe, vivant en France et aux États-Unis. Vous avez dû lire certains de ses livres qui sont en général assez remarquables. Et il a fait un livre technique sur la désinformation qui n'a qu'un défaut, c'est qu'il est épuisé, mais vous pouvez le trouver en bibliothèque, et qui est tout à fait remarquable, qui s'intitule « La désinformation, arme de guerre ». C'est vraiment le livre clé sur la désinformation qui existe en langue française. Vous avez un autre livre, ce livre date de 1986. Vous avez un autre livre intéressant d'un psychologue français qui s'appelle Roger Mucchielli et qui s'appelle « La subversion » et qu'on trouve facilement. Ensuite, alors, il y a d'innombrables livres sur des désinformations particulières. Les deux derniers qui est paru aux États-Unis et les plus connus, si vous voulez, en langue anglaise, c'est le livre d'Anatoly Golitsyn qui s'appelle New Lies for All. C'est l'étude de la désinformation telle qu'elle a été pratiquée par le régime soviétique au cours des 30 dernières années. Et vous avez un livre également tout à fait passionnant de l'auteur Seymour Hersh, intitulé The Samson Option. C'est toute l'histoire de la désinformation qui a été faite pour cacher méthodiquement et avec un succès considérable les armements nucléaires de l'État d'Israël. Là, j'aborde le premier point sur le thème général argent, médias et désinformation. La désinformation définie comme un procédé de conditionnement des esprits s'adressant à des populations entières est nécessairement un procédé qui utilise et qui s'appuie sur les médias. Elle dépend des médias, elle est donc entre les mains des pouvoirs qui commandent les médias. Il m'a paru utile, avant de parler de la désinformation, de ces techniques, de ces procédés, de savoir qui commande la désinformation, autrement dit, quels sont ces pouvoirs et qui ont la possibilité de commander aux médias. Nous touchons là à l'une des questions clés de la politique. Qui, en définitive, détient le pouvoir? Où se situent les décideurs? Je ne vais pas vous faire un cours sur ce sujet, mais simplement j'aborde quelques idées générales, quelques notions générales qu'il faut bien avoir présentes à l'esprit avant d'aborder le sujet des informations. Vous savez comme moi que dans le monde moderne, la principale source de pouvoir, c'est l'argent. Les principaux détenteurs du pouvoir, c'est les structures qui détiennent l'argent, c'est-à-dire les dynasties financières. Voici quelques témoignages sur ce sujet qui vous montrent émanant d'auteurs extrêmement variés. Témoignage de Charles Maurras. C'est l'argent qui fait le pouvoir en politique, en démocratie, parce que sans argent, ce pouvoir retombe dans le néant ou le chaos. Pas d'argent, pas de journaux, pas d'argent, pas d'électeurs, pas d'argent, pas d'options exprimées, disait Charles Maurras, il y a environ une cinquantaine d'années. Prenons un auteur très différent de Maurras, le philosophe allemand Oswald Spengler. Il n'existe, disait Spengler, aucun mouvement prolétaire, même communiste, qui n'agisse dans l'intérêt de l'argent, dans la direction désignée par l'argent, pour le temps accordé par l'argent, et tout ceci sans que l'idéaliste dans ses rangs en ait le moindre soupçon. Prenez un auteur plus récent qu'Oswald Spengler, prenez Solzhenitsyn. Dans son très beau livre « Lénine à Zurich », Solzhenitsyn dit ceci à propos du rôle de l'argent dans la Révolution d'octobre et la mise au point du pouvoir soviétique. Je cite Solzhenitsyn. « Lénine le comprenait parfaitement que les idées toutes nues ne mènent pas loin, qu'on ne peut pas faire une révolution sans pouvoir
et qu'à notre époque, la principale source de pouvoir est l'argent, et que toutes les autres sources de pouvoir, l'organisation, les armes, les hommes qui s'en servent pour tuer, sont engendrés par l'argent. Fin de citation de Solzhenitsyn. Vous avez eu, il y a moins de 10 ans, un livre sur ce sujet absolument passionnant de l'homme politique Jacques Attali, qui est toujours d'ailleurs le conseiller de François Mitterrand. Ce livre s'intitule Sigmund Warburg, un homme d'influence. Et c'est l'histoire d'une des grandes dynasties financières allemandes, la dynastie des Warburg, faite par un homme, et l'histoire d'un des plus grands capitalistes des temps modernes, faite par Jacques Attali, qui est un des grands socialistes français contemporains. Et c'est lui qui soulignait que dans le monde, je le cite, dans les 2 derniers siècles, l'homme dont l'influence est la plus certaine, c'est le financier, c'est-à-dire celui qui s'intéresse de près ou de loin à financer les princes, à financer les chefs d'État. Et c'est Jacques Attali qui a eu cette expression très heureuse pour désigner, qui a d'abord très bien montré que la structure de la finance est de type dynastique, que l'argent est organisé dans de grandes dynasties financières, Warburg, Rothschild, Lazare, etc. Et deuxièmement, il a montré que ce pouvoir de l'argent représente ce qu'il appelle un pouvoir sur le pouvoir. Pouvoir sur le pouvoir, c'est une expression très heureuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la puissance des dynasties financières, le pouvoir des dynasties financières domine les autres pouvoirs temporels, c'est-à-dire le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir des médias, les médias, le pouvoir culturel, etc. Éventuellement, parfois, sur certains pouvoirs religieux. Et comme les médias sont celles qui font la désinformation, on peut dire que la désinformation, plus ou moins directement, dépend de ce pouvoir sur le pouvoir que constituent les dites dynasties financières. Revenons à la désinformation. Si elle est mise en œuvre par ces dynasties financières, par médias interposés, donc par des pouvoirs qui sont supérieurs à l'État et qui très fréquemment ne sont pas nationaux, elle risque d'être plus nocive que si elle avait une origine purement étatique, d'où l'importance ou d'où l'intérêt de son étude. Alors, premier point de cette étude, quelles sont les caractéristiques et les méthodes de la désinformation? Vladimir Volkov, dans son livre « La désinformation, arme de guerre », donne 4 règles générales. Premièrement, la désinformation s'exerce sur des foules non organisées. Elle ne s'exerce pas à contre-courant. Elle exige du temps et elle agit à travers un ou plusieurs intermédiaires. La désinformation s'exerce sur des foules non organisées. Volkov montre très bien que la désinformation prend assez mal quand elle essaye de s'adresser à des corps constitués, qui ont leur structure propre, qui ont leur hiérarchie, qui ont leur discipline interne, et qui, quand on veut leur faire prendre des vessies pour des lanternes, suscitent en général des antitaxines et se défendent contre les mensonges qu'on veut leur faire croire. Tandis qu'une foule inorganisée, par exemple les téléspectateurs devant leur poste à 8 heures du soir, est beaucoup plus facile à manipuler, beaucoup plus facile à conditionner, et c'est à cette foule inorganisée que s'adresse la désinformation. Deuxième point, elle ne s'exerce pas à contre-courant. Autrement dit, la cible visée, la population visée par la désinformation, doit être quelque peu complice des mensonges qu'on veut lui faire avaler. Volkov donne une image excellente à ce sujet-là, en disant « on n'utilise les gaz de combat que si les vents est favorable ». C'est la même chose pour la désinformation. Cela conduit d'ailleurs à adapter la désinformation à la cible visée. Quand nous donnerons tout à l'heure un exemple de désinformation, celui dont ont été l'objet les événements d'Afrique du Sud, nous verrons que dans ce cas-là, 2 désinformations ont été développées d'une manière très méthodique, l'une à usage des milieux dits de droite, l'autre à usage des milieux dits de gauche. L'objectif dans les 2 cas étant le même. Troisième caractéristique de la désinformation, elle exige du temps. Il s'agit de créer un conditionnement, il s'agit de faire réfléchir, de faire passer des images, d'infiltrer progressivement des images et des idées dans une population entière. Ça ne peut pas se faire en 5 minutes. C'est un temps qui souvent se mesure en mois, en années et même plusieurs années dans beaucoup de cas. Enfin, 4e caractéristique, la désinformation agit à travers des intermédiaires. Il faut évidemment que la source soit couverte. Il faut donc que les gens qui décident de cette désinformation n'apparaissent pas sur le devant de la scène, d'où la nécessité d'avoir soit un intermédiaire, soit, dit Volkov, une chaîne d'intermédiaires. Dans son livre « La subversion », Roger Micheli donne un très bon exemple du fonctionnement de la subversion, du fonctionnement de la désinformation à travers des intermédiaires. L'exemple qu'il prend, c'est le déclenchement de la révolution algérienne à la Toussaint de 1954. Et dans cette désinformation
liés à ces événements d'Algérie qui ont démarré le 1er novembre 1954, les médias ont joué le rôle d'intermédiaires, d'amplificateurs et de résonateurs. Je détaille un peu cet exemple. Quelle était la situation de la rébellion algérienne au départ ? Le 1er novembre 1954, les troupes qui se révoltaient comprenaient moins de 800 combattants, 400 armes, et les conditions socio-économiques et politiques et historiques de l'Algérie n'étaient pas du tout celles d'une situation révolutionnaire. Quel était l'objet de la désinformation ? Il s'agissait de frapper les imaginations des populations en Algérie, dans le Maghreb tout entier, en France, en Égypte, dans le monde entier, en faisant croire à l'existence d'une superpuissante insurrection qui n'existait pas. Et qu'est-ce qui a été fait ? Le moyen adapté, on a utilisé un petit nombre d'actes terroristes choisis en fonction de leur caractère spectaculaire. Je cite Micheli, « Le 2 novembre 1954, le lendemain des 14 attentats simultanés, répartis sur 3 départements algériens, audacieusement exécutés, tous spectaculaires, qui avaient demandé au total la mobilisation d'une centaine d'hommes, qui avaient fait 7 morts parmi les Européens et une centaine de millions d'anciens francs de dégâts. » Le lendemain donc de ces événements, les journaux d'Alger ont titré sur les attentats avec photos et textes indignés. Photos et textes furent relayés par la presse mondiale, faisant connaître à l'univers l'existence du Front de Libération Nationale avec un grossissement supérieur à celui qui a été désiré initialement. Cela a donné aux masses musulmanes, travaillées depuis plusieurs semaines par Radio Le Caire, la certitude que cette radio disait vrai, en annonçant une insurrection, puisque l'insurrection en cause avait été annoncée par Radio Le Caire un peu auparavant. Donc vous voyez l'intérêt de cet exemple qui montre bien le fonctionnement. On crée un petit événement, c'est 14 attentats terroristes, et on laisse marcher. On joue sur le fait que les médias marchent automatiquement. Ils sont toujours à l'affût de sensationnels et ils jouent dans le cas des événements, en soi c'était des événements relativement mineurs, 7 morts en tout et pour tout, une mobilisation d'une centaine d'hommes. À partir d'événements relativement mineurs, les médias ont joué le rôle non seulement de résonateurs, mais d'amplificateurs. Et la désinformation voulue a été obtenue, on a réussi à persuader au monde entier qu'il y avait en marche en Algérie une gigantesque révolution puissamment soutenue et allant balayer très rapidement de ce pays toute la présence française. Voilà un très bon exemple montrant que les médias, la presse, jouent dans ce domaine-là le rôle d'intermédiaire entre la source des informantes et les populations qu'on veut désinformer, rôle d'intermédiaire qui marche tout seul et qui amplifie par sa propre action. 2 autres remarques sur les caractéristiques de la désinformation. Voici une remarque de Volkoff qui est très importante. C'est un peu le nœud psychologique qui explique l'efficacité du procédé. Que dit Volkoff ? Je texte au tableau. Vous savez qu'on peut fort bien crier une chose et faire le contraire. Pour peu qu'on crie assez fort, c'est le cri qui est remarqué. Si on a convenablement préparé l'opinion, et à ce moment-là, l'acte peut passer inaperçu. Donc retenez cette formule, on dit une chose avec le maximum de résonance et on fait le contraire. Et si le conditionnement est bien fait, on retiendra le cri et on oubliera l'acte qui est contraire au cri. Autre caractéristique moderne qui rend possible la désinformation, c'est cette possibilité d'utiliser des masses médias qui permettent de toucher les gens chez eux. Et c'est Micheli qui fait remarquer que les masses médias sont seuls capables de fabriquer une opinion publique sans rassembler une foule. À l'époque de Démosthène, si on voulait rassembler, il fallait rassembler une foule si on voulait faire passer des idées à l'échelle de cette foule. À notre époque, il suffit de faire passer les idées par les médias et les gens les ont individuellement, chacun chez eux. Les médias, dit Micheli, agissent sur chaque individu en particulier et isolément, tout en créant des phénomènes collectifs. Bon, j'arrête là ces quelques remarques d'ordre général et j'en viens maintenant alors au procédé utilisé par la désinformation. Procédé utilisé par la désinformation, la technique la plus courante, c'est celle qui est appelée l'information tendancieuse. Vous avez un auteur juif allemand qui s'appelle Septon Delmer, qui a fait un livre absolument passionnant qui s'appelle Opération Radio Noire. J'ai oublié de le citer parmi les grands auteurs sur la désinformation. Delmer a été chargé, longtemps vécu à Berlin, et il a été chargé, il s'est réfugié en Angleterre dans les années 38-39, il a été chargé par les Anglais de mettre sur pied des émissions de radio qui n'avaient rien à voir avec la BBC et qui étaient une radio militaire qui avait pour cible les troupes allemandes occupant l'Europe continentale. Et il a eu une réussite absolument fantastique, avec des procédés qui évidemment ne sont pas très moraux parce que c'était basé sur le mensonge. Mais cela dit, c'est un des grands techniciens de la désinformation. Et si jamais vous trouvez son livre, Opération Radio Noire, collection, j'ai lu leur aventure, mais je crois qu'il est épuisé. C'est un des livres les plus passionnants que j'ai lus sur la désinformation. Que disait ce grand technicien de la désinformation ? Il disait ceci sur l'information tendancieuse. Des informations soigneusement choisies et adroitement présentées constituent l'arme de propagande subversive la plus puissante qui soit. Remarquez bien ce que dit Delmer. Il ne vous dit pas des informations fausses.
On peut très bien faire la désinformation avec des informations qui toutes sont exactes, en jouant sur la manière de les choisir, de les sélectionner et la manière de les présenter. Les informations vraies ou fausses, soigneusement choisies et adroitement présentées, constituent l'arme de propagande subversive la plus puissante qui soit. Quels sont les procédés utilisés dans le cadre de l'information tendancieuse ? J'ai mis en dessous les Volkov de son côté et Delmer du sien donnent une liste de procédés qui se recoupent à peu près. Contre-vérité non vérifiable, mélange vrai-faux, déformation du vrai, modification du contexte, estompement, omission, vérité sélectionnée, etc., etc. Je ne vais pas vous parler de tous ces procédés, je vais simplement en prendre 7 ou 8 d'entre eux en les illustrant. Le premier procédé de désinformation, c'est la désinformation par omission. En présence d'un événement important, on s'arrange pour ne pas en parler, et à ce moment-là, dans l'esprit des populations qui sont liées à leur poste de télévision ou à leur journal quotidien, l'événement dont on n'a pas parlé devient un non-événement. Exemple récent, septembre 93, un magnifique exposé en Vendée, sur les guerres de Vendée et la Révolution. Eh bien, un des journaux français qui avait prétendu publier intégralement le discours de Solzhenitsyn, a fait, sans le dire, sauter purement et simplement le passage essentiel de son discours qui se rapportait à la devise révolutionnaire de liberté, égalité, fraternité, sur lequel Solzhenitsyn a fait un développement de tout premier ordre, et qui ne plaisait pas au journal. Il l'a éliminé sans le dire, et pour les lecteurs de journal, ce développement de Solzhenitsyn très important a totalement disparu. Vous avez eu récemment, je ne me rappelle plus en quelle année, à Montréal, une espèce de fou qui a massacré 14 étudiantes dans une université de Montréal. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans. Alors la presse a énormément parlé de cet attentat tant qu'on n'a pas su qui avait fait l'attentat. Et à partir du moment où on a su que le démon s'appelait Gamil Grabi et qu'il était d'origine africaine, plus personne n'en a parlé. Il y a eu un blackout absolument total et une désinformation par omission à partir du moment où on s'est rendu compte qu'il était désagréable pour les idées qu'on voulait faire passer dans la population, de souligner l'origine de l'attentat en cause qui avait beaucoup ému les gens. Autre procédé de désinformation, à part du procédé de l'omission pure et simple, il y a le procédé de la contre-vérité non vérifiable, procédé très simple. On affirme avec la puissance de la presse ou de la télévision une contre-vérité, image à l'appui éventuellement. Alors, cette contre-vérité produit son effet de conditionnement des esprits, et puis quand le conditionnement est obtenu, on corrige le tir parce qu'on est respectueux de la déontologie et on dit non, on s'est trompé, ce qui a été dit n'était pas vrai, voilà la vérité. Et à ce moment-là, le rectificatif qui intervient 15 jours ou 3 semaines après ne supprime absolument pas les effets de la contre-vérité donnée initialement. Voici un exemple récent. Il y a eu un attentat, la presse a signalé qu'il y avait eu un attentat épouvantable en Allemagne, dans la ville de Halle, province de Saxe. Une jeune fille qui était paraplégique sur son véhicule à roues a été attaquée par des skinheads qui lui ont gravé sur la joue des croix gammées. Alors immédiatement, ça a soulevé une indignation massive. Il y a eu de gigantesques défilés de foule dans la ville de Halle et dans l'Allemagne entière. Protestation contre un néonazisme qui est en train de renaître, etc., etc. Et puis quelques semaines plus tard, on s'est rendu compte que c'était une pure supercherie et que la jeune fille avait fait elle-même, s'était coupé la joue au cutter, avait dessiné elle-même ses croix gammées et qui n'avait eu aucun attentat. Mais à ce moment-là, l'indignation contre un néonazisme qu'on supposait renaître avait été déclenchée, les manifestations de foule avaient eu lieu, la conscience collective, si l'on peut parler ainsi, avait été orientée dans le bon sens, et le rectificatif qui a été donné 3 semaines ou 4 semaines après, pratiquement absolument pas démoli l'effet qu'on voulait voir avec la contre-vérité non vérifiable qui avait été donnée au début. Autre exemple de contre-vérité non vérifiable qui se rapporte à la guerre du Koweït. Précédait le déclenchement de la guerre par le président Bush. L'opinion américaine était assez rétive à envoyer les boys se battre dans le Golfe. Et il s'agissait de conditionner l'opinion américaine dans un sens favorable à la guerre. Une agence de relations publiques d'outre-Atlantique, Hill & Knowlton, a reçu d'importants subsides provenant, dit-on, des pays pétroliers de la péninsule arabique pour mener campagne en faveur de la guerre de libération du Koweït. Comment cette agence y est-elle prise ? Elle a fait venir une jeune fille d'une famille princière du Koweït qui avait de bonnes qualités d'actrice et qui a fait tout un exposé à la télévision avec les larmes dans la voix sur la mort délibérée de nouveau-nés. 22 nouveau-nés auraient été arrachés à des couveuses par la soldatesque irakienne et on les aurait fait mourir sur place. Elle a donc raconté comment les Irakiens avaient enlevé 22 bébés des couveuses et les jetant à terre, les ont laissés agoniser. Récit raconté les larmes aux yeux. Ces quelques dizaines de minutes de télévision ont bouleversé à tel point les Américains qu'ils ont réclamé vengeance et le conditionnement des esprits a été obtenu. Un peu plus tard, on a dit qu'il y avait eu une erreur et qu'effectivement ce fait précis ne s'était pas passé, mais le rectificatif n'a évidemment pas neutralisé l'effet psychologique produit par la première contre-vérité. Autre procédé de désinformation assez classique
La désinformation par les titres. Il est assez fréquent dans des articles de journaux d'avoir un certain contenu dans un titre et l'article lui-même dit des choses tout à fait différentes du titre. Or, comme 3 personnes sur 4 ne lisent que les titres, ou du moins ne retiennent que les titres, on peut constater qu'on peut ainsi faire une désinformation très facile et tout en respectant la déontologie puisque l'article lui-même dit la vérité. Voici un exemple qui a eu lieu en France il y a quelques années et qui mettait en cause ce corps d'armée d'élite qui est la Légion étrangère. Alors vous lisez, il s'agissait d'un crime crapuleux. Et alors vous lisez le titre, l'Anglais avait défenestré la femme qu'il avait violée dans le train et en grosses lettres, le légionnaire du Marseille-Paris avait commis plusieurs hold-up. Alors on croit comprendre que c'était un légionnaire d'origine anglaise qui aurait violé une femme et qui l'aurait ensuite jeté sur le ballast. Mais quand vous lisez l'article, vous apercevez que ce n'est pas ça du tout. Effectivement, l'Anglais avait bien violé la femme, il l'avait bien jetée sur le ballast, mais il n'était pas légionnaire pour dessous. Il voulait s'engager dans la Légion et il avait été violemment refoulé par le centre de recrutement d'Aubagne qui avait constaté que ce bonhomme était absolument indigne et il n'avait pas du tout les capacités pour être légionnaire. Autrement dit, un candidat à la Légion recalé est appelé légionnaire. C'est comme si un candidat recalé au baccalauréat était appelé bachelier. Mais là, l'effet est obtenu. La personne qui ne lit que le titre en retient l'information suivante, c'est que la Légion est constituée de truands, de salopards, de criminels, et que l'armée française s'honorerait en supprimant ses troupes de Légion. Alors que dans les faits, on a qualifié de légionnaire quelqu'un dont la Légion ne voulait absolument pas. Des informations en jouant sur le contraste entre le titre, qui est faux, et l'article, qui est totalement exact. Autre procédé de désinformation un peu plus subtil, la désinformation du vrai ou la fausse objectivité. On rapporte avec exactitude des faits réels. Et sous cet aspect, l'article est objectif. Mais la présentation des faits est fallacieuse et permet de faire passer un message qui, lui, est faux. Voici un exemple. C'est un article du journal La Croix. Je cite. Du 18 au 21 octobre 89, des marxistes soviétiques et des chrétiens occidentaux vont se rencontrer en Alsace, au château de Klingenthal, pour examiner ensemble les fondements spirituels et culturels de l'unité européenne. Le rôle de la civilisation dans la construction de la maison commune de l'Europe, ce thème cher à Jean-Paul II, préoccupe les responsables soviétiques, une convergence dont on peut présumer qu'elle ne va pas sans divergence. Il y avait le Conseil pontifical pour le dialogue avec les non-croyants, cardinal Paul Poupard, le Comité soviétique pour la sécurité et la coopération en Europe, et les thèmes abordés, l'humanisme européen, les valeurs communes qui ont fait l'Europe, laïcité et religion. On voit assez facilement l'idée fausse que suggère cet article, qui rapporte de façon assez complète un ensemble de faits réels. Chrétiens et marxistes, Conseil pontifical et Comité soviétique, conception chrétienne et conception marxiste, tout ça, ça a bien été mis en jeu. Mais tout ça est présenté sur un mode absolument égalitaire. On vous présente ces chrétiens et ces marxistes, ce conseil pontifical et ce comité soviétique, ces conceptions chrétiennes et ces conceptions marxistes. Elles sont toutes mises sur le même plan, comme s'il s'agissait d'hommes, d'institutions, d'idées, de valeurs comparables et également honorables. C'est dans la présentation des faits que gît la désinformation, et non pas dans les faits eux-mêmes, qui sont rapportés d'une manière assez détaillée. Autre procédé de désinformation, la désinformation par les statistiques. On vous présente sur une statistique l'évolution de la population mondiale et de l'alimentation, des ressources alimentaires. Alors en noir, c'est la population, et en blanc, c'est les ressources alimentaires. À gauche, c'est pour le monde entier, au milieu, c'est les pays développés, et à droite, c'est les pays en voie de développement. Et la comparaison est faite entre l'année 54 et l'année 74. Alors du premier coup d'œil, vous voyez que pour le monde entier, les colonnes noires croissent beaucoup plus vite que les colonnes blanches. Et si vous adressez aux pays en voie de développement, vous voyez que les colonnes blanches ont à peine bougé, alors que les colonnes noires ont grimpé considérablement. Donc vous en retirez l'idée générale, c'est que le monde va au-devant d'une famine absolument effroyable et que la population croît beaucoup plus vite que les ressources alimentaires. Voilà l'impression que donne cette statistique à l'examen superficiel. Si vous êtes plus attentif, vous apercevez que ce n'est pas ça du tout. Vous apercevez que les colonnes noires, c'est les valeurs absolues de la population, et que les colonnes blanches, ce n'est pas les ressources globales d'alimentation, c'est les ressources, c'est la production alimentaire par tête. Autrement dit, la falsification de cette statistique tient au fait qu'on a superposé sur le même graphique des valeurs absolues pour les populations et des valeurs relatives pour la production alimentaire. Alors si vous tenez compte du fait que les colonnes blanches, ce n'est pas la ressource alimentaire globale, c'est la ressource alimentaire par tête d'habitant, on s'aperçoit que, soit pour le monde entier, soit pour les pays développés, soit pour les pays en voie de développement, la ressource alimentaire par tête d'habitant est en croissance entre 1954 et 1974, et que le monde, d'une manière globale, ne va pas au-devant d'une famine généralisée, mais que les agriculteurs vont, eux, au-devant d'une surproduction qui les gêne beaucoup.
Donc uniquement par cette falsification dans la présentation des statistiques, on peut faire passer un message faux qui est le fait que la surpopulation mondiale va entraîner à court terme une famine effroyable. Autre procédé de désinformation, la désinformation par l'image. C'est peut-être le procédé le plus subtil, le plus efficace, le plus dangereux, parce qu'il est beaucoup plus difficile psychologiquement de se débarrasser d'une image fausse que de se débarrasser d'une idée fausse. L'image fausse reste incrustée dans la mémoire et on a du mal à l'éliminer. Dans la revue La Vie, ex-Vie catholique illustrée, il y a eu un article sur les mariages entre Français métropolitains et jeunes filles musulmanes du Maghreb, ce qu'on appelle les beurs ou les beurettes. Alors vous avez eu une photo qui était très belle, mais en noir et blanc elle rend moins, où on voit un garçon métropolitain, une jeune beurette à côté de lui, et le commentaire est le suivant: un couple mixte, l'intégration est alors bien réussie, mais beaucoup de jeunes beurettes font encore peur aux Français. Et l'idée générale qu'il fallait faire passer, c'est que on peut très bien réussir sa vie en épousant une musulmane d'Afrique du Nord, il n'y a aucun problème, et l'intégration alors est bien réussie, et il ne faut pas avoir peur des beurettes. Autrement dit, c'est une invitation avec une très belle photo en couleur, une invitation aux jeunes Français d'épouser des Maghrébines. Aucun problème, ça va le mieux possible, et c'est comme ça qu'on peut faire l'intégration des populations maghrébines en France. Or, tout le monde sait que c'est complètement faux. Tout le monde sait que quand il y a des mariages entre Français et Maghrébines, ça aboutit presque toujours à la catastrophe. On sait que loin de réaliser une intégration réussie, les couples mixtes franco-maghrébins, donc chrétiens-musulmans, aboutissent le plus souvent au malheur, à la rupture et parfois à la catastrophe. C'est le roi du Maroc lui-même, Hassan II, qui a dit ceci dans une émission de radio en France: pour un couple franco-maghrébin qui réussit, il y en a 100 qui échouent. Au lieu de suivre le conseil du roi du Maroc, qui savait de quoi il parlait, La Vie catholique illustrée a voulu faire passer le message inverse, et elle a réussi à le faire par la puissance suggestive d'une photo idyllique, qui a été le véhicule de la désinformation. Mais là encore, la photo était vraie. Et il y a effectivement, ils ont mis côte à côte une maghrébine et un garçon, on les photographie, c'est des gens qui existaient réellement. Il est possible qu'ils se soient mariés, il est même possible que leur mariage soit heureux, mais à travers une photo idyllique, en généralisant le cas d'une photo idyllique, pour le cas où le cas serait véritablement vrai, on fait passer la désinformation avec une très grande efficacité. Après la désinformation, j'arrête là quelques exemples sur l'information tendancieuse et je passe à un autre procédé de désinformation qui est la désinformation par le langage. Le langage est le support de la pensée. En modifiant le langage, on exerce une influence sur la pensée qui peut aboutir à son conditionnement. Il est donc normal de voir figurer parmi les méthodes de désinformation une série de mesures concernant le langage qui ont pour objet soit de le falsifier, soit de créer des mots et des expressions porteurs de mythes, soit purement et simplement de l'appauvrir et d'empêcher l'expression des idées parce que le langage est trop pauvre. Désinformation par la falsification du langage, c'est un procédé tout à fait classique. Le procédé consiste à remplacer les mots et expressions exactes par d'autres mots et d'autres expressions, un nouveau vocabulaire, qui entraîne avec lui soit une idée que l'on veut imposer, soit un réflexe que l'on veut déclencher, soit plus fréquemment une élimination des possibilités de discussion. Voici quelques exemples de falsification du langage. J'ai pris des exemples en France, je ne sais pas si au Québec ces exemples sont également valables. Vous savez ce que c'est que l'avortement, c'est un crime. Comment faire pour déculpabiliser l'avortement? On va changer le vocabulaire. Et chez nous, légalement, on ne parle plus d'avortement, on parle d'IVG. IVG, ça veut dire interruption volontaire de grossesse. Mais on ne dit pas interruption volontaire de grossesse, on dit IVG, ça a une consonance technique. Et alors que le mot avortement implique automatiquement une notion de crime, le mot IVG implique aucune notion de crime. Et c'est la raison pour laquelle on a fait ce changement de vocabulaire. Quand vous avez des terroristes qui assassinent de simples citoyens et qu'on veut les justifier, la presse dit qu'ils ont exécuté telle ou telle personne et non pas qu'ils les ont assassinés. Il s'agit d'honorabiliser les assassins. Et quand vous avez des terroristes dont on veut simplement citer les exploits, au lieu de les appeler terroristes, c'était le cas des gens de l'ANC, par exemple en Afrique du Sud, on les appellera des combattants de la liberté. Et quand des soldats courageux ont fait la guérilla aux côtés des troupes rhodésiennes dans les années 1970 pour faire échapper la Rhodésie autant que possible au Zimbabwe à l'emprise marxiste, ces garçons courageux qui venaient de différents pays d'Europe, il s'agissait de les déconsidérer. Au lieu de les appeler combattants de la liberté, c'était exactement ce qu'ils faisaient, on les appelait systématiquement mercenaires dans la presse qui va de la gauche à la droite. Et quand vous avez en Afrique du Sud des afrikaners qui, d'une manière plus ou moins habile, essayent de défendre leur identité et leur survie, et essayent d'éviter de se faire massacrer et jeter à la mer,
eh bien, on les appellera, au lieu de dire que ce sont des Blancs qui défendent leur survie et leur identité, ce qui est bien leur droit, on les qualifiera d'extrémistes néo-nazis. Et les marxistes ont réussi justement à faire adopter par le monde entier un vocabulaire qui est effectivement qui se prête à la désinformation. Ils vous parleront par exemple de dictature du prolétariat. Et qu'est-ce que c'est que la dictature du prolétariat? C'est pas du tout le prolétariat qui est dictateur, qui commande lui-même. C'est un pouvoir totalitaire exercé par une nomenclatura qui représente 0,5 ou 0,2% du prolétariat. Ça n'a rien à voir avec la dictature du prolétariat, mais pour cacher ce pouvoir totalitaire exercé par une petite nomenclatura de 200 ou 300 000 personnes sur une population de 250 ou 300 millions d'habitants, pour faire croire que c'est le peuple qui gouverne, ce pouvoir totalitaire exercé par la nomenclatura, on l'a appelé longtemps pour la Russie soviétique, dictature du prolétariat. Quand vous avez affaire à un État policier fondé sur la KGB, dans lequel la police est effectivement une puissance considérable, on l'appellera démocratie populaire, ce qui permet d'honorabiliser cette tyrannie populaire, cette tyrannie policière. Quand vous avez affaire à des mouvements de droite nationaux qui essayent de défendre l'identité nationale, comme ils le peuvent, avec plus ou moins d'habileté, qui n'ont rien d'extrémiste, si on veut les déconsidérer, on les appellera extrême droite. Et c'est le vocabulaire qui est systématiquement utilisé en France. Dans le domaine religieux, quand vous avez affaire à des catholiques qui veulent purement et simplement rester fidèles à l'orthodoxie en matière de doctrine et rester fidèles à la liturgie traditionnelle, ce qui est leur droit le plus strict et même leur devoir, bien pour les culpabiliser, pour leur faire bien sentir que ce sont des gens marginaux, on a inventé le sobriquet intégriste qui est systématiquement utilisé aujourd'hui. Donc ce procédé qui consiste à modifier le vocabulaire, et le nouveau vocabulaire est imposé par les médias, et on s'y habitue peu à peu, est un procédé extrêmement efficace parce que ça permet justement soit de condamner les gens qu'on veut condamner, soit de déculpabiliser des actes criminels qu'on veut déculpabiliser. Dans ce domaine d'une modification de vocabulaire, il y a un exemple. On peut soit agir par falsification du vocabulaire, du langage, soit agir par appauvrissement du langage, en supprimant des mots qu'on veut supprimer, et en supprimant le mot, on supprime les idées fondamentales que le mot véhicule. Un exemple le plus typique a été donné dans le cadre de la liturgie de la messe. J'ai mis au tableau le texte en latin et en français d'une partie du credo de la messe, dans l'ordinaire, dans le Nouvel Ordo, tel qu'il a été publié il y a quelque temps par les éditions Teki. C'est très rare de voir le Nouvel Ordo avec le latin sur la page de gauche et le français sur la page de droite, c'est le cas. Donc en haut, c'est la page de gauche, et en bas, c'est ce qui est en face, c'est la page de droite. Vous voyez que la formulation du credo que vous connaissez, le fameux consubstantialem patri, est tout à fait orthodoxement et tout à fait correctement reproduit dans le texte latin. Et le consubstantialem patri a été traduit à droite par de même nature que le Père, ce qui est une traduction totalement différente. C'est une idée rigoureusement différente. Pourquoi est-ce que ça a été fait? Parce qu'on vous a dit, cette modification, je ne sais pas si elle est en valeur au Québec, mais en tout cas en France, depuis cette traduction falsifiée du credo est en vigueur depuis 1963, c'est-à-dire depuis bientôt une trentaine d'années. Cette traduction falsifiée, pourquoi l'a-t-on faite? On vous a dit que les gens ne comprennent plus de consubstantiel, donc on a traduit consubstantiel par de même nature. Quel est le résultat? Il y a là un appauvrissement de vocabulaire qui porte atteinte à l'expression même du dogme de la Sainte Trinité. Et à terme, le dogme de la Sainte Trinité risque de disparaître dans l'esprit des fidèles, faute de vocabulaire pour l'exprimer. En matière politique, je prendrai trois exemples. L'exemple de la franc-maçonnerie, dont on a parlé hier soir, l'exemple de la démocratie et l'exemple de l'Afrique du Sud, celui qui sera le plus détaillé. Premier exemple de désinformation sur la franc-maçonnerie. Qu'on lui soit ou non favorable, toute personne qui étudie sérieusement la franc-maçonnerie est obligée de reconnaître sa puissance en France, au Canada, aux États-Unis, et tout spécialement sur la politique. Et de temps à autre, cette puissance, je l'ai souligné hier, vous vous rappelez ce qui avait été dit sur le pouvoir maçonnique en France, où rien qu'à l'échelle des cabinets ministériels, le Nouvel Observateur reconnaissait qu'il y avait une douzaine de francs-maçons dans chaque cabinet ministériel depuis 1981, autrement dit que les francs-maçons représentaient le quart de l'effectif de ces cabinets. Vous vous rappelez le texte que j'avais donné également sur la puissance de la franc-maçonnerie aux États-Unis, en citant ce texte du franc-maçon Harry Baum de 1950, disant ceci: « Cette nation, il s'agit des États-Unis, a été nourrie par l'idéal de la franc-maçonnerie. La plupart de ceux qui aujourd'hui la dirigent sont membres de la franc-maçonnerie et dirigeants de l'ordre.
Ils savent que notre démocratie américaine, avec son insistance sur les droits et libertés inaliénables de l'individu, notre démocratie américaine est la franc-maçonnerie au gouvernement. Donc, de temps en temps, nous constatons le fait de l'extraordinaire puissance de la franc-maçonnerie aux États-Unis, au Québec ou en France. Nous constatons le deuxième fait que de temps en temps, la presse, du moins en France, reconnaît cette puissance. C'est un article du Nouvel Observateur, revue française hebdomadaire de gauche, disant qu'il y avait un quart des membres du cabinet ministériel au cours des 10 dernières années qui étaient francs-maçons. Et pourtant, les mêmes journaux, les mêmes publications qui, toutes les 3 ou 4 ans, publient sur la franc-maçonnerie des réflexions comme celle qui est au tableau, qui constatent sa puissance, ces mêmes journaux se comportent le reste du temps comme si la franc-maçonnerie était inexistante et n'avait aucun rôle social ou politique. C'est le cas typique d'une désinformation par le procédé qu'on appelle l'estompement. On rapporte quelques éléments de la vérité pour les oublier complètement pendant des mois et pendant des années. Et on peut se demander ce que valent les analyses politiques de ces journaux, de droite ou de gauche, qui ne prennent presque jamais en considération un facteur clé de la politique dont ils reconnaissent cependant l'importance. Et un cas typique de désinformation par estompement. La presse parle de ça une fois tous les 3 ans, et le reste du temps, elle agit comme si le facteur fondamental dont elle a reconnu l'importance n'existait pas. Deuxième exemple de désinformation sur la démocratie. Là encore, il faut voir les faits et puis la présentation des faits. Je ne vais pas vous faire un cours sur les régimes démocratiques, mais vous savez ce que sont ces régimes démocratiques. Ils ont été remarquablement analysés par l'historien français François Furet dans son livre « Penser la Révolution française ». Et François Furet disant « Il existe dans tout pouvoir démocratique une oligarchie cachée, à la fois contraire à ses principes et indispensable à son fonctionnement. Il est impossible que la démocratie marche sans un certain nombre d'oligarchies qui tirent les ficelles par derrière. Et la démocratie, le pouvoir démocratique, est essentiellement un paravent qui permet aux véritables tireurs de ficelles, dynasties financières ou autres, d'être camouflés et de ne pas paraître sur le devant de la scène. C'est ça la réalité politique et qui est absolument évidente pour toute personne qui analyse sérieusement la politique. Or, comment la démocratie est-elle présentée dans le grand public comme étant quelque chose de sérieux, et les gens qui ont démocratiquement le pouvoir sont présentés comme étant de véritables décideurs, alors que ce ne sont en général que de simples commanditaires. Il y a eu dans la presse de droite française un schéma représentant la démocratie en Russie qui est une assez bonne illustration du texte de Furet, où l'on voit comment la démocratie russe a été traitée par le chef d'État de l'époque à coups de canon, parce que les démocrates en cause, les parlementaires en cause, avaient des idées qui lui déplaisaient. Il y a dans tout pouvoir démocratique une oligarchie cachée, contraire à ses principes et indispensable à son fonctionnement. Voilà une vérité politique fondamentale sur laquelle il y a une désinformation qui est absolument générale. Troisième exemple de désinformation politique sur lequel je vais m'attarder un peu plus, parce que là c'est très intéressant comme cas à analyser, c'est le cas de l'Afrique du Sud. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'Afrique du Sud, vous connaissez la situation de ce pays, vous savez que c'est une mosaïque raciale extraordinaire avec une bonne douzaine d'ethnies noires, une ethnie indienne, une ethnie métisse, des Afrikaners qui sont blancs, des populations d'origine. C'est une situation au point de vue population qui est assez complexe. Vous savez qu'au mois d'avril dernier, il y a eu des élections générales et qui se sont traduites par la victoire complète de l'ANC. On sait que ces élections ont été complètement truquées et que les résultats des votes ont été obtenus par accord direct entre les différentes parties prenantes. Quel a été le résultat de ces votes? L'ANC, c'est l'African National Congress, qui représente l'ethnie Xhosa. La victoire de l'ANC a obtenu théoriquement 62,6% des voix. Elle a obtenu bien entendu, le président est issu de l'ANC, Mandela. Le premier vice-président, Thabo Mbeki, est également membre de l'ANC. Et elle a obtenu l'ANC a obtenu 18 ministères sur 27, et parmi lesquels la défense, les affaires étrangères, les affaires sociales et le logement. Et quel est le sens de cette victoire?
Actuellement, je suis en train d'établir les faits, avant de voir comment ces faits ont été désinformés. Quel est le sens de cette victoire? Vous savez que 69% des candidats ANC aux élections législatives sont membres du SACP. Qu'est-ce que c'est que le SACP? C'est le South African Communist Party, c'est le Parti communiste d'Afrique du Sud. Deuxième aspect, les membres de l'ANC sont en très grande majorité de l'ethnie Xhosa, qui représente 16% de la population, c'est-à-dire 6 millions sur 38. Donc le triomphe de l'ANC, c'est politiquement l'avenue au pouvoir du Parti communiste, du SACP, et ethniquement, c'est l'avenue au pouvoir de l'ethnie Xhosa, qui ne représente que 16% de la population. Qu'est-ce que c'est encore que l'ANC? Vous avez eu des articles très intéressants dans différents organes de presse, spécialement dans la revue L'événement du jeudi parisienne, qui est un journal de gauche ou d'extrême gauche, montrant que derrière l'ANC, c'est le SACP qui est vraiment l'élément directeur, et que derrière Mandela, il y a un homme qui a un pouvoir plus grand que Mandela et qui est vraiment son patron dans une certaine mesure, c'est Joël Slovo. Joël Slovo, qui est un Lituanien d'origine juive, membre du Parti communiste depuis sa jeunesse, et qui a joué un rôle absolument décisif dans le déroulement des opérations. Et l'événement du jeudi a très bien montré que sans Joël Slovo, l'ANC ne serait jamais arrivé au pouvoir, ou serait arrivé au pouvoir dans un bain de sang. C'est lui qui a défini la tactique qu'il fallait faire pour permettre à l'ANC cette gigantesque victoire électorale. Donc c'est un juif lituanien du Parti communiste, ancien membre du KGB, et qui maintenant n'est plus communiste, bien entendu, et qui est l'homme des clés de l'opération menée par l'ANC. L'accord étroit entre Mandela et Slovo est représenté sur cette photo, et qui représente une réunion du SACP, du Parti communiste d'Afrique du Sud, à Soweto, grande banlieue de Johannesburg, le 29 juillet 1990. On voit sous la faucille et le marteau Mandela est à gauche et Slovo à droite, qui tendent le poing et qui marquent bien dans quel esprit et dans quelle philosophie sociale ils travaillent. Toujours pour situer le sens de cette victoire de l'ANC, pilotée par le Parti communiste d'Afrique du Sud, il faut bien connaître les méthodes terroristes qui ont été utilisées pour aboutir à contribuer à ce résultat. Et on sait que l'ANC est la principale responsable des assassinats politiques des dernières années, et qui ont touché environ 15 000 personnes, parmi lesquelles, et là ça a été fait d'une manière remarquable, ont été liquidés par l'ANC 350 chefs du parti rival, le fameux parti Inkatha de l'ethnie Zoulou. Mais ce qui a été également expliqué d'une manière assez insuffisante d'ailleurs, l'ANC et le Parti communiste d'Afrique du Sud n'auraient pas réussi à prendre le pouvoir s'ils n'avaient pas été aidés par d'autres forces, et principalement par des forces dites capitalistes. Autrement dit, l'Afrique du Sud a été prise en tenaille entre une pression d'en haut et une pression d'en bas. La pression d'en bas, c'est celle de l'ANC et du Parti communiste d'Afrique du Sud avec Mandela et Slovo. Et la pression d'en haut, c'est la pression de la plupart des grands groupes industriels et financiers, l'anglo-américaine, De Beers, etc., appuyés sur les pays occidentaux, appuyés sur les départements d'État américains. Et là encore, le tableau n'est pas complet, parce qu'en plus de la pression d'en haut de nature capitaliste, qui jouait la carte de l'ANC, en plus de la pression d'en bas de l'ANC et du SACP, il fallait démobiliser complètement l'élément afrikaner, et qui ne tenait pas tellement à se faire complètement éliminer. Et on l'a démobilisé grâce à une loge maçonnique qui s'appelle la Broederbond, qui quadrillait complètement la population afrikaner et qui a obtenu que celle-ci, pratiquement, soit consente aux événements et qui sont en cours actuellement. Ce qui fait que si on veut schématiser la situation, pression d'en haut et pression d'en bas, ça c'est une chose complétée par l'action de cette loge dite Broederbond. Si on veut schématiser la situation sur des petits dessins, voilà des dessins qui ont paru dans la presse française et qui sont assez illustratifs. On voit dans le dessin du haut Mandela qui ordonne aux Noirs et aux Blancs de monter dans le bateau de la démocratie, piloté par le brave de Klerk, qui est complètement impuissant, et avec la grande formule « on verra ensuite ». Voilà donc la réalité des faits. C'est une prise en charge d'un pays et une révolution réelle, avec les trois parties prenantes d'une révolution. C'est véritablement un cas d'école. Le côté révolutionnaire
d'origine communiste avec Slovo, l'appui massif de puissances capitalistes symbolisé par le grand Oppenheimer, qui est le patron de ces grands consortiums sud-africains, et au service de cette double action capitaliste et communiste, en tenaille, une loge locale qui arrive à démobiliser les résistances afrikaners qui auraient pu faire échouer le passage de l'Afrique du Sud entre les mains de l'ANC. Voilà les faits. Comment ces faits ont-ils été présentés? Alors c'est là qu'intervient la désinformation. Systématiquement dans la presse, l'ANC et Mandela ont été présentés comme des modérés. Et la chose, d'ailleurs, a été étayée par le fait que Mandela et de Klerk ont reçu le prix Nobel de la paix. C'est le prix Nobel de la paix donné à Mandela, exactement comme le prix Nobel de la paix a été donné à un terroriste israélien il y a quelque temps. Et tout ça, évidemment, ça frappe les populations et ce sont des éléments de désinformation. Le journal La Croix a présenté le couple de Klerk-Mandela comme le symbole de la réconciliation de deux peuples. Alors, ça ne veut absolument rien dire, parce qu'il n'y a pas deux peuples en antagonisme l'un contre l'autre. Il n'y avait pas des blancs d'un côté et des noirs de l'autre. Il y avait 17 ou 18 ethnies noires, plus une ethnie indienne, plus une ethnie métisse, plus une ethnie afrikaner, plus une ethnie d'origine anglaise. Ça vous fait beaucoup plus que deux peuples. En Afrique du Sud, il y a une bonne vingtaine de peuples différents. Et les hostilités entre noirs Xhosa et noirs Zoulou, ou les hostilités entre métis et Xhosa, sont beaucoup plus fortes que peuvent être les hostilités entre tel élément de la population blanche et tel élément de la population noire. Donc là, c'est une désinformation complète que de présenter Mandela et l'ANC comme des modérés et que de représenter le couple de Klerk-Mandela comme le symbole de la réconciliation de deux peuples. Autre élément de la présentation des faits, on a présenté les afrikaners qui, plus ou moins habilement, essayaient de défendre leur vie et leur identité comme des extrémistes. On a parlé, le Figaro a parlé des milices néo-nazis de la WB. Ça n'a rien à voir avec le nazisme. Et c'est le Figaro qui a titré un de ses articles, avec la phrase qui est en bas du tableau, « Un des plus grands chapitres de l'histoire des démocraties est en train de s'écrire au fin fond de l'Afrique. » Alors, quand on sait qu'il s'agit d'élections complètement truquées, quand on sait qu'il s'agit de la venue au pouvoir, d'une part politiquement des communistes, d'autre part ethniquement d'une population Xhosa qui représente 16% de la population globale, on voit très bien ce qu'il y a de démocratique au sens strict du terme dans tout ça. Et si vous prenez autre aspect de la désinformation, un commentaire de La Croix. La Croix a fait un article en dernière page sur l'Afrique du Sud le 18 mai dernier intitulé « Réjouis-toi au pays bien-aimé ». Elle a repris le fameux livre, le titre du livre d'Alan Paton, « Pleure au pays bien-aimé », et l'a transformé en disant « Réjouis-toi au pays bien-aimé ». Et voici le début de l'article de La Croix. Tant d'anciens prisonniers qui deviennent chefs d'État, Lech Walesa, Václav Havel, Nelson Mandela, notre monde est plus beau que l'on ne pensait. Il y a là un raisonnement qui est objectivement aberrant. En quoi le fait d'être un ancien prisonnier vous qualifie-t-il pour être chef d'État et pour être un bon chef d'État et pour être un chef d'État pacifique qui rende le monde plus beau? Hitler était un ancien prisonnier, Staline était un ancien prisonnier, Lénine était un ancien prisonnier. Est-ce que Hitler, Staline et Lénine peuvent être considérés comme des modèles de chefs d'État? Oui, le genre de raisonnement idiot avec lesquels on fait passer cette désinformation, comme quoi c'est la démocratie qui a triomphé en Afrique du Sud et que le peuple blanc et le peuple noir, après s'être battus pendant des centaines d'années, sont en train de se réconcilier. La réalité est malheureusement totalement différente. Penchons-nous un peu plus sur la désinformation, non pas telle qu'elle s'est présentée en 1994, au cours des récents événements axés sur les élections d'avril de cette année, mais regardons comment la désinformation sur l'Afrique du Sud a été opérée dans les années qui vont de 1960 à 1990. Là, c'est un cas très intéressant parce qu'il y a eu deux types de désinformation, comme je le disais tout à l'heure, un type de désinformation à l'usage des milieux de droite et à l'usage des milieux de gauche. Ce qu'il fallait absolument, c'était de cacher aux populations occidentales l'accord profond entre des forces révolutionnaires, pression d'en bas, et des forces capitalistes, pression d'en haut, aboutissant à décoloniser l'Afrique du Sud et à donner le pouvoir à des régimes corrompus comme ceux qu'on voit en Afrique, au Zimbabwe ou ailleurs. Opération de décolonisation tout à fait classique. Et il fallait cacher l'accord de ces deux forces
communiste et capitaliste, symbolisés par les personnes Slovo et Oppenheimer. Donc on a désinformé sur l'Afrique du Sud d'une manière systématique dans la presse occidentale au cours des 30 ou 40 dernières années, et le schéma utilisé était le suivant. Une première schématisation à l'usage des milieux de gauche. On a dit, il y a en Afrique du Sud un peuple noir opprimé par les Blancs, et ce peuple noir se libère spontanément de ses chaînes. Double mensonge, il n'y a pas d'oppression des Noirs par les Blancs, et il n'y a pas de révolte spontanée des Noirs, puisqu'on a vu après coup que pour que les Noirs se révoltent, il a fallu que Mandela et ses sbires inventent le supplice du collier de feu. Ça, c'était un schéma des informations qui marchait pour les milieux de gauche. Pour les milieux de droite, on a utilisé une désinformation tout à fait différente. On vous a dit ceci: l'Afrique du Sud, bastion de la civilisation occidentale, que les soviétiques essayent de faire sauter par une révolution fomentée chez les Noirs. Autrement dit, l'Afrique du Sud est un enjeu du conflit entre l'Est et l'Ouest. Et alors, on est pas de développement en vous disant l'Afrique du Sud, il y a des minerais, il y a de l'or, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a tout ce qu'on voudra, il y a des minéraux rares. Et sans l'Afrique du Sud, les soviétiques mettent la main sur l'Afrique du Sud, l'Europe occidentale et l'Amérique sera dans de très grandes difficultés. On vous dit également il y a un trafic pétrolier qui passe au sud du Cap, et si les soviétiques contrôlent ça, on aura en Occident une grande difficulté. Mais ce schéma n'est pas du tout exact. L'Afrique du Sud ne peut pas être l'enjeu d'un conflit entre l'Est et l'Ouest, puisque l'Ouest, capitaliste, département d'État américain, etc., conjugue ses efforts avec l'Est, SACP, Parti communiste d'Afrique du Sud, pour détruire l'Afrique du Sud telle qu'elle existait jusqu'ici et créer un régime nouveau, analogue à celui qui existe actuellement, par exemple, au Zimbabwe. Mais dans les deux cas de figure, il s'agissait de cacher la réalité profonde, qui est l'accord entre ces forces capitalistes, entre guillemets, et ces forces communistes, pression d'en haut, pression d'en bas, pour décoloniser le dernier pays qui restait à décoloniser. Bon, j'arrête là les exemples politiques. On pourrait parler du cas de la guerre du Golfe, mais ça nous mènerait trop loin. Et j'aborde maintenant un exemple de désinformation religieuse. Je me limiterai dans mon exemple à la désinformation opérée au sein de l'Église catholique à propos du Concile. Mais d'abord, quelques remarques générales sur la désinformation au milieu religieux. Comme la désinformation politique, la désinformation religieuse opérée au sein de l'Église a recours aux médias. On peut penser au rôle de journaux comme La Croix, par exemple, en France, dans ce domaine-là, au quotidien La Croix, mais de façon moins exclusive. Elle se développe en effet dans un milieu qui est quand même fortement hiérarchisé, d'où les conditions particulières suivantes pour qu'elle puisse se développer. Elle n'est vraiment efficace que si la hiérarchie ne s'y oppose pas. Elle redouble d'efficacité quand la hiérarchie lui prête sa voix, et dans ce dernier cas, elle est difficile à combattre sans paraître désobéir, sans paraître mettre en cause le principe d'autorité. L'exemple que je prendrai, c'est l'exemple de la manière dont a été présenté le Concile Vatican II, tout spécialement autour du synode du 24 novembre au 8 décembre 1985 pour le 20e anniversaire de la fin du Concile. Donc, comme dans toute analyse d'une désinformation, il y a trois éléments à voir. Les faits tels qu'ils existent, les faits tels qu'ils sont présentés au public et les procédés qui permettent de passer de la réalité à la fiction. Là, je prendrai l'ordre inverse. Je commencerai par montrer les faits tels qu'ils sont présentés au grand public sur le Concile, les faits tels qu'ils existent réellement et les procédés qui permettent de passer d'une réalité à une fiction. Les faits sur le Concile tels qu'ils sont présentés au grand public, dans le message au peuple de Dieu du synode de novembre 1985, ont été utilisées les expressions que j'ai mises au tableau. Le Concile représente la plus grande grâce de ce siècle, un don de Dieu à l'Église et au monde. C'est le message de Vatican II présente l'espérance de l'Évangile. L'Église trouve dans le Concile la lumière et la force que le Christ a promis à chaque âge de l'histoire. Et on pourrait citer d'innombrables citations dans le même sens, tirées des textes du synode de novembre 1985. Et cette présentation très euphorique du Concile Vatican II est assez généralisée dans la presse catholique au cours des 30 dernières années, avec des formulations qui sont tout à fait semblables à celles que je viens de citer. Alors, quand vous regardez la réalité, vous apercevez que c'est assez différent. Qu'est-ce qu'a été le Concile Vatican II? Il faut pour ça voir quelle a été la situation de l'Église après ce concile.
Nous en avons une description précise par le livre Entretien sur la foi du cardinal Ratzinger, qui est le deuxième personnage de l'Église. Le cardinal vous dit ceci: la situation de l'Église après le Concile, on a trouvé la perte du sens de l'Église, il y a eu la perte de confiance dans le dogme et dans l'Écriture, il y a eu un retour en force de l'hérésie arienne. L'hérésie arienne, c'est l'hérésie qui nie la divinité de notre Seigneur. Il y a eu l'abandon du décalogue, il y a eu une crise gigantesque des ordres religieux, et dans le livre Entretien sur la foi, le cardinal Ratzinger parle en particulier, il cite un exemple, le cas des communautés religieuses féminines du Québec, en disant qu'on voit le moment où elles auront complètement disparu. Donc, premier point, d'après le témoignage même que donne avec beaucoup de précision le cardinal Ratzinger dans son livre Entretien sur la foi, une situation de l'Église après le Concile qui est véritablement assez catastrophique. Et là, il évoque, son livre datant de 1985, il évoque la période qui va donc, les 20 ans qui vont de 65 à 85. Or, dans cette période, si vous en croyez le rapport au synode du cardinal Danils, le Concile a servi de guide à l'évolution de l'Église. Que dit le cardinal Danils dans son rapport au synode de 1985 ? Les documents conciliaires ont été la Magna Charta, la grande charte de la vie de l'Église pendant ces 20 ans. Si vous rapprochez le diagnostic du cardinal Ratzinger et l'affirmation tout à fait exacte du cardinal Danils, vous en tirez la conclusion qui est le point 3 au tableau: le Concile a une grande part de responsabilité dans la crise actuelle. Ça paraît évident. Non pas une responsabilité totale, la crise actuelle de l'Église s'enracine dans le mouvement modernisme et on pourrait remonter au-delà de Pie X et même de Pie IX si l'on voulait. Il y a donc des causes très anciennes et le Concile n'explique pas tout, mais le Concile explique beaucoup. Et quand vous comparez le diagnostic du cardinal Ratzinger et l'affirmation du cardinal Danils, on se rend bien compte que le Concile a joué un rôle très important, a une part de responsabilité considérable, non exclusive, dans la crise actuelle. Ajoutons dans ce domaine-là quelques témoignages. Témoignage du cardinal Ratzinger: les papes et les pères conciliaires s'attendaient à une nouvelle unité catholique après le Concile. On est allé vers une dissension qui, pour reprendre les paroles de Paul VI, semble être passée de l'autocritique à l'autodestruction. C'est le pape Paul VI qui a parlé d'autodestruction de l'Église, et il a parlé d'autodestruction de l'Église dans les années 70. Autre formulation, peut-être plus concise, mais donnant à peu près la même idée, du cardinal Journet, un texte qui date des années 70 également. Que disait le cardinal Journet ? La liturgie et la catéchèse sont les deux mâchoires de la tenaille avec laquelle on arrache la foi. Donc il y a là une analyse sur la réforme liturgique et la réforme catéchétique qui est assez carabinée sur ce qui s'est passé après le Concile. Autre témoignage du père Gélineau, qui est un des artisans de la réforme liturgique. Le père Gélineau disant ceci à propos de la réforme liturgique: la réforme décidée par le deuxième concile du Vatican a donné le signal du dégel, des pans entiers s'écroulent, sous-entendu de l'ancienne liturgie, et il faut le dire sans embâge, le rite romain tel que nous l'avons connu n'existe pas, il est détruit. N'existe plus, il est détruit. Heureusement pas complètement. Donc on s'aperçoit que si vous comparez les textes tout à fait enthousiastes par lesquels est présenté le Concile, ces textes j'ai pris par exemple les textes du synode, mais j'aurais pu prendre d'innombrables autres textes qui vont dans le même sens. La plus grande grâce de ce siècle, un don de Dieu à l'Église et au monde, un message qui présente l'espérance de l'Évangile, etc., etc. On s'aperçoit qu'entre la réalité telle qu'elle est définie par le cardinal Ratzinger, par le cardinal Journet et par l'abbé Gélineau, etc., et par ce que nous pouvons voir autour de nous, et la présentation qui en est faite dans les textes officiels, il y a véritablement un contraste étonnant. Il y a d'un côté la réalité, de l'autre côté la fiction. Réalité et fiction qu'on peut représenter par le tableau suivant. Après le Concile s'est développée une situation catastrophique, c'est ça le fait. La fiction, c'est que le Concile a été une source de renouveau pour l'Église. La réalité, c'est que comme l'a dit le cardinal Ratzinger, 3 des principaux textes conciliaires, Gaudium et Spes, le texte sur la liberté religieuse et le texte sur la religion dans le monde, 3 des principaux textes conciliaires, a dit le cardinal Ratzinger, jouent le rôle d'un contre-syllabus. Autrement dit, marquent incontestablement
une certaine déviation par rapport à la doctrine traditionnelle. Ça, c'est la réalité. Et quelle est la fiction? C'est que l'enseignement conciliaire serait en continuité parfaite avec la doctrine traditionnelle. Autre aspect de la réalité, les désordres du Concile ne sont certainement pas voulus par Dieu, ils sont permis par Dieu. Il faut quand même distinguer dans la vie ce qui est volonté divine et ce qui est permission divine. Or, on vous présente dans les textes du synode que je vous ai montré tout à l'heure, le Concile comme étant systématiquement un don de Dieu et un don du Saint-Esprit. Il y a donc eu, sur le Concile Vatican II, puisqu'il y a un décalage considérable entre la présentation de ce Concile et la réalité de ce Concile, il y a donc eu une véritable désinformation. Quels sont les procédés qui ont été utilisés pour opérer ces désinformations? Il y a eu d'abord la répétition inlassable depuis 20 ans que le Concile était une merveille, une grâce de Dieu, et les fidèles habitués à croire ce que leur disait leur pasteur, attitude qui est en soi normale et respectable, ont fini par être convaincus de la chose. Il y a eu ensuite un usage abusif de l'argument d'autorité. Les critiques portant sur tel ou tel passage contestable d'un texte conciliaire ne reçoivent habituellement aucune réponse. Les critiques portant sur les aspects très discutables de la réforme liturgique ne reçoivent également aucune réponse. L'abbé Lourdelay, qui est un prêtre de l'Opus Sacerdotale de Paris, qui est assez au courant de la chose, m'a dit qu'il y avait plus d'une centaine d'études qui avaient été envoyées aux autorités romaines et qui sont restées sans réponse, des études sur justement cette nouvelle liturgie et qui a certains côtés assez regrettables. Les critiques donc qui portent sur tel ou tel passage contestable d'un texte conciliaire, sur tel ou tel aspect de la réforme liturgique issue du Concile, ne reçoivent pas de réponse. Et quand une réponse est donnée, elle est d'habitude sur le mode suivant. Quelle autorité avez-vous pour vous opposer à un texte qui a été approuvé par le pape et plus de 2000 pères conciliaires? Point d'interrogation. Le Concile a été inspiré par le Saint-Esprit. Seriez-vous plus fort que le Saint-Esprit? À la limite, on aboutit à un processus d'intimidation suivant le schéma que Jean Madiran a remarquablement mis en évidence dans plusieurs articles itinéraires. Toute critique est considérée comme une désobéissance et toute désobéissance est considérée comme un schisme. Le fait même de critiquer tel ou tel aspect du Concile ou de la réforme liturgique semble mettre la personne qui critique hors de l'Église, d'où une situation malsaine où ceux qui pourraient parler se taisent. Donc, procédé utilisé, la répétition, l'emploi massif de l'argument d'autorité, et troisième procédé, la langue de bois. C'est une langue qui permet de répondre à côté de la question et de nier le réel. Elle utilise un vocabulaire spécial et en particulier des mots qui sont pris à contresens ou des mots euphorisants. Quel est le procédé utilisé? Il est assez classique. On parlera de renouveau pour désigner une décadence. On parlera de progrès pour désigner un recul. On parlera de participation au progrès pour désigner un absentéisme de plus en plus marqué. Voici un texte tiré encore du synode de 85. Je cite: « Le renouveau liturgique est le fruit le plus apparent de toute l'œuvre conciliaire. Même s'il y a eu quelques difficultés, il fut généralement accueilli par les fidèles avec joie et porta ses fruits. » Autre texte du même synode: « Le renouveau liturgique inauguré par le Concile fait l'objet d'un consensus général. La participation active de tous à la célébration des sacrements, en premier lieu l'Eucharistie, c'est-à-dire la messe, a fait des progrès considérables partout dans les églises. » Entre ces commentaires totalement optimistes et la réalité que nous voyons autour de nous, il y a un décalage absolument considérable. On parle de progrès pour désigner un recul. Quelques mots sur la réaction que nous pouvons avoir, nous, fidèles du rang, à l'égard de pareils désordres. Comment réagir sans aggraver le désordre par ces réactions? Il y a un premier point, c'est qu'il faut respecter les fêtes. Les fêtes sont les fêtes. L'obéissance ne peut rien contre les fêtes. Si, sous couvert d'obéissance, on finit par voir la situation autrement qu'elle n'est, on tombe dans ce terrible dérèglement dont parlait Bossuet. Vous connaissez cette formule de Bossuet qui est très belle et en même temps terrible. Je cite Bossuet: « Le plus grand dérèglement de l'esprit, c'est de croire les choses parce qu'on veut qu'elles soient et non pas parce qu'on a vu qu'elles sont en effet. »
Je répète, le plus grand dérèglement de l'esprit, c'est de croire les choses parce qu'on veut qu'elles soient et non parce qu'on a vu qu'elles sont en effet. On voudrait que l'Église soit en paix, on voudrait que le Concile soit quelque chose de magnifique, on finit par le croire. C'est le plus grand dérèglement de l'esprit. C'est une des formes de dérèglement, pardon. Donc, comment réagir? Les faits sont les faits. Deuxième chose, dans la crise actuelle, voici une consigne que nous avait donnée à l'époque un religieux qui est mort maintenant, qui nous a servi de conseiller pendant de nombreuses années, qui était un religieux romain tout à fait remarquable, le théologien Carme, le père Joseph de Sainte-Marie. Je le cite: « De nos jours, et c'est là un des signes les plus manifestes du caractère extraordinairement anormal de la situation actuelle de l'Église, c'est très fréquemment que des actes venant du Saint-Siège exigent de nous prudence et discernement. S'il est des cas, disait-il, où seuls les théologiens solidement formés peuvent se prononcer, il y a d'autres cas, et ils sont nombreux, où la connaissance du catéchisme et le bon sens chrétien suffisent. » Troisième aspect du problème, comme une réaction saine, tout spécialement en ce qui concerne le discernement à appliquer au texte conciliaire, la règle a été décrite avec une très grande précision par le pape Jean-Paul II dans un texte que nous avons très souvent cité, j'ai cité ici à Québec plusieurs fois, texte de Jean-Paul II dans son discours au consistoire du 5 novembre 1979. Le pape parlait de la doctrine intégrale du Concile et il disait ceci: « Doctrine intégrale, c'est-à-dire interprétée à la lumière de la Sainte Tradition et référée au magistère constant de l'Église elle-même. » Si vous appliquez cette règle qu'a donnée le Saint-Père au texte conciliaire, ça vous permet de faire le tri et de voir dans les textes conciliaires ce qui est conforme à la doctrine traditionnelle Deo Gratias, on le garde, ce qui est ambigu, on le rectifie par la comparaison à la Sainte Tradition, et ce qui paraît en désaccord, on réfère au magistère constant à la doctrine traditionnelle, et si ce n'est pas conforme à la doctrine traditionnelle, on est obligé de laisser tomber le texte en question. Nous sommes ainsi armés pour situer la vérité sur le Concile, mais ce n'est pas nous, pauvres laïcs, qui pouvons réformer l'Église ni le Concile, et nous avons par contre à prier, à demander instamment à l'autorité ecclésiastique qu'elle mette fin elle-même à cette désinformation insupportable et à ce désordre doctrinal également insupportable. Nous avons à demander à l'autorité ecclésiastique qu'elle réponde aux questions précises qui lui sont posées, qu'elle cesse d'utiliser trop souvent une langue de bois. Vous me direz que ce sont des requêtes illusoires, je ne le crois pas. Dans ce domaine, seule l'autorité ecclésiastique peut remettre les choses en ordre de façon décisive. Et lui demander d'être fidèle à sa tâche n'est jamais inutile, et prier à cette fin n'est pas non plus inutile. Donc notre rôle dans ce domaine-là, c'est de supplier l'autorité de faire ce qui lui incombe et de prier à cette intention, et évidemment pas de nous substituer à elle. J'ai terminé sur l'exemple ecclésiastique et je conclus maintenant ce qu'on peut dire en conclusion sur la désinformation, comment lutter contre elle. Ce sont quelques consignes de bon sens, quelques indications de bon sens, pardon. Il faut d'abord éviter, si on veut lutter contre la désinformation, il faut éviter d'être désinformé soi-même. Autrement dit, ne consacrer qu'un minimum de temps aux médias désinformants. Il faut sélectionner les organes d'information qu'on utilise, donner la priorité à ceux qui sont indépendants des groupes financiers et des publicitaires. Et là, c'est assez facile de repérer, quand vous avez affaire à une publication, quelle qu'elle soit, on voit assez facilement s'il est entièrement dominé par les publicitaires, donc dépendant des puissances d'argent, ou si au contraire c'est une petite feuille de chou qui est totalement libre, qui dit peut-être des bêtises, mais qui n'est pas influencée par les dites puissances d'argent. Et c'est un fait que quand les ressources d'un journal dépendent principalement de la publicité, le journal ne peut pas être libre et ses informations sont nécessairement sujettes à caution, du moins dans le domaine politique. Dans le domaine industriel, dans le domaine technique, il en va différemment, bien entendu. Or, de telles publications indépendantes se trouvent en assez grand nombre. Et je ne vais pas vous les citer parce que je connais les publications françaises, je ne connais pas les publications canadiennes, québécoises. Parmi celles que je connais ici, vous avez la publication que fait Gilbert Gendron, dont j'oubliais le titre, une lettre d'information qui est assez remarquablement faite. Et vous avez d'autres publications de ce genre qui vous permettent d'avoir sur la vie quotidienne et sur la politique quotidienne une information plus sérieuse que ce que donnent les grandes revues et la grande presse.
Il faut utiliser la grande presse et les grandes chaînes de radio et de télévision, véhicules habituels de la désinformation, que si la chose est vraiment utile. Et c'est un domaine où il faut mieux pécher par défaut que par excès. Il faut se méfier surtout du conditionnement par l'image. Conditionnement dont il est très difficile de se défendre. Je suis encore capable de dessiner au tableau des images fausses qu'il y avait dans mon livre d'histoire, que j'avais il y a plus de 60 ans, pour représenter le règne de Louis XV. Des images qui symbolisaient la tyrannie monarchique du règne de Louis XV, et des images qui étaient complètement fausses, mais elles sont restées incrustées dans ma mémoire encore 60 ans ou 65 ans plus tard. Méfiez-vous du conditionnement par l'image. En réduisant au minimum indispensable le temps absorbé par les médias, on dégage du temps pour d'autres activités plus utiles, et en particulier du temps pour l'étude de livres et d'études sérieuses. Si vous vous intéressez par exemple à l'Afrique du Sud, ce n'est pas dans la grande presse que vous trouverez une information valable, vous la trouverez dans le journal de Gilbert Gendron dont je parlais tout à l'heure, puisque lui c'est un spécialiste d'Afrique du Sud, ou vous la trouverez dans des journaux comme l'Afrique réelle de Bernard Luyan, qui est un spécialiste en la matière. Deuxième aspect du problème, il faut avoir des critères pour juger les informations. D'où l'importance d'une formation doctrinale et historique. L'histoire du passé éclaire l'histoire du présent. Si vous ignorez complètement l'histoire du passé, vous ne comprenez pas les événements de l'actualité. Si vous avez une certaine connaissance, par exemple, de l'histoire du Parti communiste, de l'histoire du régime bolchevique, du comportement du Parti communiste, de ses méthodes de travail, comment il s'est comporté en Roumanie, en Allemagne, dans les pays baltes, etc., en Pologne, eh bien, vous pouvez comprendre comment il se comporte en Afrique du Sud, et vous savez quelle est la valeur à attribuer à Joël Slovo et compagnie quand ils vous ont dit « j'ai mis le communiste sorti, je suis maintenant devenu un bon libéral ». Avoir des critères pour juger les informations, d'où l'importance d'une formation doctrinale et historique. C'est un des objets de notre petite revue d'action familiale et scolaire que nous représentons ici, de fournir à nos amis des éléments de formation doctrinale et des éléments de formation historique sous une forme condensée et facile à absorber. Troisième élément de la désinformation, comprendre ce qui met en œuvre cet outil d'action politique. Ce n'est pas la presse, ce ne sont pas les médias ne représentent pas, comme on le dit à tort, un quatrième pouvoir, ce qui laisserait supposer que les médias aient une véritable autonomie. Les médias ne sont qu'un instrument entre les mains de ceux qui les payent. D'où l'importance de ces dynasties financières qui constituent le pouvoir sur le pouvoir. Quatrième point, ne pas laisser les autres être désinformés. Si nous avons des informations politiques valables sur tel ou tel sujet important, nous avons le devoir de les communiquer autant que possible à nos réseaux d'amis. Et nous sommes à une époque où les photocopieurs sont généralisés. Chacun peut avoir un photocopieur chez lui dès qu'il a un minimum d'autonomie financière. Et c'est un instrument de diffusion de l'information tout à fait remarquable. On peut faire son propre samizdat et contrer ainsi l'action désinformante de la grande presse. Enfin, ne pas pactiser avec le mensonge. C'est là une des grandes leçons que nous ont donné les grands dissidents, ce qu'on appelle les dissidents soviétiques, comme Boukovski ou Solzhenitsyn. Voici un texte de Solzhenitsyn. Notre voie, c'est de ne soutenir en rien consciemment le mensonge. Et c'est là justement que se trouve la clé de notre libération, le refus de participer personnellement au mensonge. Qu'importe si le mensonge recouvre tout, s'il devient maître de tout, mais soyons intraitables au moins sur ce point, qu'il ne le devienne pas par moi. Il y a là une consigne absolue, si vous voulez, que donne Solzhenitsyn. Il l'a payé cher, il l'a appliqué lui-même, et je pense que son exemple est pour nous très éclairant. Je termine en insistant sur l'importance de la formation doctrinale et historique. C'est pour nous, à l'Action familiale et scolaire, un peu un leitmotiv. Et que comporte cette formation doctrinale et historique qui est absolument indispensable pour chacun d'entre nous? Il faut avoir les bases élémentaires de philosophie, vérité, ordre, liberté, bien commun, sans quoi on ne comprend rien à la politique. Il faut savoir pourquoi nous rejetons le libéralisme, le socialisme, le communisme et les mille formes de nationalisme exacerbées, savoir comment le libéralisme conduit en particulier au socialisme. Il faut avoir une connaissance des grandes lignes, au moins dans ces grandes lignes, de la doctrine sociale de l'Église. Il faut connaître enfin un minimum d'histoire de France, d'histoire de l'Amérique, d'histoire du monde, d'histoire de l'Église. Si on ne connaît pas ce minimum d'histoire, pris chez les historiens sérieux, notre monde est absolument incompréhensible. Il faut pouvoir s'appuyer à cette fin sur une centrale de formation civique, et c'est un peu ce que nous, à l'Action familiale et scolaire, nous pouvons vous proposer. Nous sommes une centrale de formation civique et nous pouvons fournir des instruments
aidant à votre formation à la fois doctrinale et historique. Voilà, j'ai terminé l'exposé. Est-ce qu'il y a des questions à poser soit sur les méthodes, soit sur les exemples politiques, soit sur les exemples religieux?